qu'est-ce qu'un stablecoin? À quoi ça sert? Évidemment, quels sont les risques? On a vu récemment avec Luna qui est complètement tombée, et donc la chute de l'UST, qui avait des risques à se couvrir et à avoir des stablecoins en portefeuille plutôt que des monnaies fiduciaires. C'est le thème de la vidéo, on va regarder tout ça en détail, c'est parti. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis market maker en crypto pour un broker à Chypre, là où j'habite, et donc le but de cette chaîne, c'est de partager un petit peu mon savoir et de démystifier un peu l'investissement en crypto. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite évidemment à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors, rapidement, on va refaire un petit tour sur le contexte. Qu'est-ce que c'est qu'un stablecoin? Alors, un stablecoin, en gros, ce sont tout simplement des crypto-monnaies. Déjà, les stablecoins, premier constat, ce sont des crypto-monnaies dont la valeur est indexée sur différentes choses, mais la plupart du temps, ça va être sur des monnaies fiduciaires comme le dollar ou l'euro. Parfois, ça peut être indexé sur des commodités, le métal, l'or ou le platine, voire même dans certains cas, des commodités comme le blé, l'orge, etc. Ok, donc en gros, à quoi ça sert un stablecoin? Je vais vous mettre tout de suite le graphique de CoinMarketCap. Donc là, j'ai pris donc tous les stablecoins. Donc en gros, à quoi ça sert un stablecoin? La première chose, c'est évidemment éviter la volatilité et la variation des prix. Quand vous tradez en Bitcoin, en Ether ou en n'importe quoi, quand vous sortez parce que la nuit vous dormez et que vous n'êtes pas en position, vous ne voulez pas être exposé à la volatilité du marché. Vous vous couvrez donc des stablecoins qui sont censés représenter pour la plupart le dollar ou l'euro. Et donc en gros, ça vous permet d'éviter de sortir en monnaie fiduciaire et de rester en fait investi sur des crypto-monnaies. À quoi ça sert de pas sortir sur des monnaies fiduciaires? Tout simplement, si vous sortez sur des crypto to crypto, il n'y a pas d'impôt. Alors qu'à l'inverse, si jamais vous faites des gains et que vous sortez sur des euros, même sans les retirer, théoriquement, vous êtes censé payer des impôts puisque vous avez fait un gain sur une crypto-monnaie, vous êtes sorti sur une monnaie fiduciaire. Donc, 1, évitez la variation des prix. 2, évitez aussi les impôts. C'est, en tout cas, temporairement, tant que vous êtes investi sur des stablecoins, puisqu'on le rappelle encore une fois, les stablecoins sont des cryptos. Deuxième point. Troisième point, les stablecoins aujourd'hui sont essentiellement utilisés en tant que base de liquidité pour la DeFi, la finance décentralisée. Vous avez donc des prêts, vous pouvez toucher des rendements mensuels ou annuels si vous confiez en gros vos stablecoins et certaines de vos crypto-monnaies. C'est le troisième point. Le quatrième point qui me paraît important, c'est qu'il n'y a pas besoin de régulation pour certains exchanges. Je m'explique. En gros, les régulateurs généralement demandent pour justement avoir les régulations, demande 2 points aux brokers. 1, est-ce que les brokers gardent les crypto-monnaies? Donc en gros, est-ce qu'ils sont ce qu'on appelle custody, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils gardent les clés privées de leurs utilisateurs? Si c'est le cas, généralement, il va falloir demander à être régulé par le broker et avoir certaines autorisations. Et 2, évidemment, proposer des fiat. Si le broker propose des fiat, crypto to fiat ou fiat to crypto, évidemment, il va falloir aussi être régulé. Et donc, il y a tout un tas de brokers qui, ne voulant pas se faire réguler, proposent en fait tout simplement des stablecoins. En gros, vous pouvez déposer ou retirer un stablecoin, ça vous évite de déposer ou de retirer en monnaie fiduciaire, et donc ça évite à l'exchange de se faire réguler. Ça, c'est un point qui est important et qu'il faut comprendre parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'exchanges qui n'ont pas d'intérêt à dealer directement avec des fiat, encore une fois, pour des histoires de régulation. Ok. Maintenant qu'on a vu grosso modo un petit peu à quoi ça sert et qu'on sait que les stablecoins sont tout simplement d'autres types de crypto-monnaies, on va voir les différents mécanismes. Alors, il existe 2 mécanismes. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais on va les expliquer très rapidement. Le premier, c'est ce qu'on appelle la collatéralisation, et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la stabilisation du prix, c'est-à-dire sont des stablecoins qui sont algorithmiques. Donc, collatéralisation et algorithmique. Alors, en gros, il y a 3 grandes familles donc de stablecoins. Les stablecoins qui sont adossés à des monnaies fiat centralisées 1 pour 1. Exemple, Tether. Collatéralisation, puisqu'il est adossé au dollar. Un Tether égale $1. Bon, là, vous voyez qu'il y a une très légère variation, mais voilà. Ou l'USDC, c'est pareil, c'est $1. Ça, c'est le premier point. Elles sont adossées à des monnaies fiduciaires. Deuxième point, les stablecoins qui sont adossés à des cryptos elles-mêmes. C'est le cas, par exemple, du DAI. Généralement, ça se fait à travers les smart contracts. Troisième point, les stablecoins algorithmiques, dont font partie l'UST de Terra. Et donc, en gros, ça, comment ils font pour garder en gros le ratio d'1 pour 1? Soit il y a trop d'UST, donc en gros ils en brûlent un petit peu pour revenir à la valeur, soit il y a trop de Terra, ils en brûlent un petit peu. C'est un mécanisme en fait qui se fait automatiquement, c'est pour ça qu'on dit algorithmique. Et du coup, ils brûlent en fait de la crypto pour garder leur valeur en stablecoin, ou ils brûlent des stablecoins pour garder leur valeur de 1, enfin qui était censé être à 1. Mais on va le voir, là ça a complètement chuté. Ça, ce sont les 2 grands mécanismes, collatéralisation et algorithmique. Donc, je vais prendre quelques exemples. Donc, sur CoinMarketCap, vous voyez, j'ai mis ici les stablecoins. Je prends quelques exemples. Tether, USDT, le plus gros. Aujourd'hui, en volume, vous voyez que c'est le plus tradé de très loin. Tous les exchanges quasiment le proposent. C'est en gros le Tether, qui est donc une monnaie d'1 pour 1 adossée sur le dollar. Vous avez aussi le Tether en euros, etc., etc. Et grosso modo, ça va être adossé à des monnaies ce qu'on appelle fiduciaires.
Vous avez l'USDC, ici pareil, vous voyez, adossé donc pour 1 ça c'est la monnaie donc de Coinbase, donc Circle, donc très solide également. L'UST, alors l'UST qui justement est un stablecoin algorithmique, du coup, qui s'est fait un petit peu dézinguer la tête. On va voir un petit peu dans la suite de cette vidéo pourquoi et comment se couvrir contre les risques. Vous en avez d'autres, vous avez le DAI, donc à travers des smart contracts qui lui est adossé sur d'autres crypto-monnaies. Vous avez le TrueUSD, qui apparemment, il y a beaucoup d'audits sur celui-ci, ils prouvent qu'ils sont complètement légitimes, pourquoi pas. Vous avez le Paxos, donc standard, vous avez aussi le Gemini dollar, GUSD, Gemini, donc c'est les frères Winklevoss qui, pour ceux qui savent pas, qui ont un petit peu, se sont fait voler l'idée de Facebook et qui du coup ont massivement investi dans la crypto et qui ont monté le Gemini Exchange, leur propre exchange. Et vous avez donc aussi d'autres stablecoins, ceux qui sont indexés sur, par exemple, l'ERT, donc c'est Tether, mais au lieu d'être indexé sur l'USD, le dollar américain, il est indexé sur le UR, donc sur l'euro. Vous avez le Binance GBP, qui donc du coup va être indexé sur la livre sterling, etc., etc. Vous en avez plein. Et vous avez aussi des stablecoins qui sont indexés sur les métaux. Cash Gold, indexé sur l'or, le Tether Gold, lui, ils l'ont indexé aussi, Tether, la même société, Bitfinex, qui ont aussi indexé donc cette crypto donc sur l'or, le Paxos Gold, donc Paxos, ils le font sur des monnaies fiduciaires, mais ils le font aussi sur l'or, etc., etc. Et vous en avez d'autres, je vais pas tous les citer. Vous avez sur CoinMarketCap, ici vous allez dans Filter, et ici vous pouvez tout simplement filtrer ce que vous voulez, et donc ça vous permet d'avoir un petit peu la liste des stablecoins. Ok, maintenant on va passer assez rapidement sur la deuxième partie de cette vidéo. Quels sont les risques? Là, il y a deux risques, la collatéralisation et l'entreprise elle-même. On va parler donc du premier risque, la collatéralisation. Ici, je prends Glassnode Studio et je regarde le prix de Tether, stablecoin le plus utilisé. Tether USD, donc un Tether est censé valoir toujours 1 USD, donc $1. Comme vous le voyez, mai 2018, l'historique qu'on a, ça n'a pas toujours été le cas. Vous voyez le prix qui varie, 0,8, 0,9, etc., etc. Et on a même eu des pics, avec un pic ici qui était à 1,04 et le plus bas ici qui a été touché du 0,97. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de volatilité au début. Maintenant, si on regarde un petit peu plus ce qui s'est passé récemment, vous voyez que là, il y a eu beaucoup plus donc de volume, c'est beaucoup plus stable. Là, ça bouge pas, c'est du 1. Pourquoi est-ce que ça varie un stablecoin? Vous le voyez ici, ça varie. C'est-à-dire que là, on est à 0,99 alors que c'est censé être 1. Celui-ci était censé être à 1. Bon là, il s'est fait complètement dézinguer, il a 17 centimes. Il y en a qui ont perdu énormément avec l'UST, etc., etc. Pardon. Donc pourquoi ça varie autant? La collatéralisation, c'est-à-dire qu'ils sont censés être collatéralisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que, par exemple, si on prend l'exemple de Tether, un Tether est censé être backé par un USD. Ça veut dire que s'il y a, je reprends le cas de Tether, on supply 79 milliards d'USDT, la société émettrice Bitfinex et Tether sont censés avoir en coffre 79 milliards de dollars. Or, le problème, c'est que, de temps en temps, ils impriment, mais on n'est pas sûr qu'ils soient backés. C'est d'ailleurs le cas de Tether, je ferai peut-être une vidéo à part sur le sujet. Donc, le premier problème, c'est qu'on ne sait jamais s'ils sont vraiment complètement backés. Et donc, pour vous couvrir de ça, le premier tip que je pourrais vous donner, c'est de regarder la société émettrice, et donc de regarder si elle est légite, et de regarder si il y a des audits qui sont faits. Tether, il y a des audits, on ne sait pas, des fois on dit que oui, des fois on dit que non, ça dépend. L'USDC est quand même relativement safe, Binance est quand même relativement safe, il s'agit quand même de Binance, etc., etc. Mais en gros, il faut toujours regarder que il y ait des audits et que ce soit plus ou moins collatéralisé. Si ça l'est pas, vous pouvez avoir des grosses fluctuations de prix et vous voyez que si vous avez des fluctuations de prix comme on a eu ici de 3 ou 4% sur un stablecoin, si vous avez des millions de dollars investis là-dessus, vous vous en doutez, ça fait quand même pas mal d'argent. Donc ça, c'est le premier risque, collatéralisation, il faut faire attention. Le deuxième risque, c'est évidemment l'entreprise. L'entreprise émettrice qui peut faire faillite ou qui peut avoir des difficultés. C'est typiquement ce qui s'est passé avec le cas de Luna. Il y a beaucoup de gens en gros qui sont sortis. Luna est plus ou moins indexé sur l'UST et le Luna. C'est donc un stablecoin algorithmique et donc en gros, je vais pas rentrer dans les détails, mais les deux sont liés, le Luna et l'UST, pardon. Et donc il y a beaucoup de gens là récemment qui sont sortis de Luna. Il y a eu une panique sell, ça a dézingué la crypto. Bon, la crypto, c'est pas grave. En soi, le top, elle était à 115, ça varie, vous voyez, ça fait 50, ça remonte jusqu'à 104, ça redescend, ça remonte. C'est une crypto. Ça, en soi, c'est pas trop grave. En revanche, ce qui est beaucoup plus problématique, c'est comme ce coin, il est plus ou moins pas adossé, enfin, c'est la même société, si vous voulez, pour l'UST, forcément, comme il s'est fait, vous voyez, complètement dézingué, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, l'UST, qui était, quand j'ai fait la première vidéo, mais je l'ai pas publiée parce qu'elle était plus précise, donc maintenant j'en republie une, il était à 1, aux alentours des 99,99 dollars, vous voyez qu'ici, il est censé être à 1, l'UST. Vous voyez qu'il est à 17 centimes. Ils se sont fait complètement exploser la tête. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas vraiment. J'attends d'avoir un petit peu plus d'infos, chercher les infos sur Internet.
on sait pas vraiment ce qui s'est passé, donc il faudra attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour démêler le vrai du faux, parce que pour l'instant, chacun donne son avis, mais on n'est pas sûr. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, personnellement, en termes de risque, c'est simple, je prends tout simplement les 2 ou 3 plus gros, notamment en termes de supply ou en termes de volume. Donc effectivement, j'ai du Tether et c'est bien d'avoir aussi de l'USDC de la société Coinbase, voire Binance, parce que ce sont des gros. Ça, c'est la première chose. Moi, j'évite d'avoir des stablecoins qui soient plus bas dans le classement. Pour être tout à fait franc, je prends les plus gros, tout simplement. Je me fais pas chier à ce niveau-là. Deuxième point, ne pas avoir tous ces stablecoins. Si vous avez une grosse réserve de stablecoins, essayez un petit peu d'avoir une gestion de portefeuille un peu dispatchée, comme on dit, pas mettre ses yeux en finance dans le même panier. N'ayez pas que des Tether, ou que des USDC, ou que des Binance dollars. Essayez de répartir un petit peu, d'avoir, je sais pas, 50% d'USDT et puis le reste, un peu d'USDC et un peu de BUSD. Vous répartissez à hauteur de 1/3 chacun. Bref, il faut vraiment disperser vos stablecoins justement pour éviter ça. Là, je lisais ce matin sur Internet, il y a quand même des mecs qui avaient apparemment plusieurs centaines de milliers, voire pour certains plusieurs millions de dollars en UST, donc ils étaient censés être tranquilles puisque c'était backé à 1 point, il n'y avait pas de souci, tout allait bien. 2 ou 3 jours plus tard, si vous aviez $1 million en UST, bah là, aujourd'hui, à la valeur actuelle où je fais cette vidéo, votre million, il vaut plus que $170 000. Ça fait mal. Encore une fois, pourquoi? Non seulement parce que c'était pas un des plus gros, et moi je conseille toujours d'aller voir les 2 ou 3 plus gros. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, n'ayez pas tout, encore une fois, vos stablecoins sur un seul stablecoin qui est censé être backé. Encore une fois, c'est une crypto, les cryptos sont volatiles, on voit bien que ça varie, ils sont censés être backés, mais ça varie, et s'il y a un problème, vous risquez de vous faire dézinguer la tête, et généralement, quand il y a une panique sell, ça fait ça. Ce qui fait que le temps que vous vous en rendiez compte, il sera déjà 20, 30, 40% plus bas. Sur des grosses sommes, évidemment, ça peut faire une très grosse différence. Donc, renseignez-vous sur les sociétés émettrices, regardez un petit peu les audits, et ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est vraiment, moi, les conseils que je donne pour éviter, encore une fois, pour éviter ça, et qu'il y ait des mecs qui se réveillent un jour avec leur $1 million qui vaut plus que $170 000 comme on a pu le voir. Voilà, c'est tout. Je ferai une vidéo à part sur comment expliquer un petit peu plus en détail les stablecoins algorithmiques, comment ça marche, les différentes catégories, mais là on va rester très succinct. Et je ferai aussi une vidéo, j'ai prévu de le faire, sur Tether que j'aime bien moi comme stablecoin, mais qui a eu pas mal de problèmes avec ses audits. Récemment, ils ont prouvé qu'ils étaient complètement audités et que c'était safe. Mais on a quand même des doutes. Tether qui est émis par Bitfinex. Et donc, il faudra regarder ça un petit peu plus en détail. On verra ça dans une prochaine vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. J'essaie de garder ça court. Je vous dis à la prochaine, les gars.